Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant le manga Eden Zero. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pas parlé d'Eden Zero sur cette chaîne. Et en vrai, ça me fait du bien, comme ça je vais pouvoir faire le petit point sur Eden Zero, savoir ce que j'en pense, savoir si j'aime toujours autant, si j'aime un peu moins, voilà. Bon, bien que le thème de la vidéo sera pas vraiment ça, mais voilà, je peux faire un petit point et tout le délire. Bon, déjà, j'aime toujours aussi bien Eden Zero, je trouve que l'univers est super riche, on a grandi à peu près l'univers d'Eden Zero, les personnages sont cool, les personnages sont variés, ça c'est intéressant, on a de nouveaux antagonistes qui font vraiment le taf, donc ouais, je n'ai rien à redire sur Eden Zero, je trouve que Eden Zero niveau scénario et niveau histoire et même niveau personnage, pour l'instant il s'en sort mieux que Fairy Tail à ses débuts, uniquement à ses débuts je dis, sinon voilà. Mais il n'empêche que j'ai quand même une remarque concernant le manga Eden Zero. Quelque chose que je n'avais pas remarqué, mais je l'ai remarqué du coup à mon deuxième visionnage, ma deuxième relecture si je puis dire. Parce que oui, j'ai relu le manga Eden Zero jusqu'au bout pour me refaire une idée, pour voir si ce que je pensais du manga était complètement faux ou complètement vrai. Alors tout ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est subjective, ça ne reflète que ma vision des choses, ne te sens pas insulté parce que mon point de vue est totalement différent du tien, parce que je pense que ce que je vais dire dans cette vidéo, mon point de vue sera complètement différent du tien, mais sache que mon avis n'a rien de péremptoire, d'accord? Donc je ne détiens pas la vérité absolue, tout ce que je vais dire ça sera vraiment que ma vision des choses, voilà. Alors le manga Eden Zero a bien fait son parcours, on a dépassé le chapitre 100, on a affronté le plus grand ennemi que Shiki a affronté jusqu'à maintenant. Maintenant on enchaîne un nouvel arc et avec toutes les révélations qu'on a eues concernant les personnages de l'Eden du coup, eh bien j'ai remarqué un truc. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord sur le fait que nos personnages principaux, donc nos héros, sont ultra pétés? Genre quand j'ai ultra pété, c'est ultra puissant. Qu'ils ont une magie qui ferait d'eux des dieux. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais il y a au moins 4 personnages dans l'Eden qui sont ultra pétés, que si jamais ils deviennent littéralement beaucoup plus puissants qu'ils ne le sont actuellement, ils seront littéralement les plus invincibles, qui rendront l'équipe de l'Eden invincible dans la galaxie tout entière. Bon, je vais commencer avec le personnage de Helmet. Oui, je pense très sincèrement que Helmet a un des pouvoirs les plus abusés, et surtout le plus abusé des 4 étoiles. Sachez, enfin je pense que vous le savez, mais dans le monde de Eden Zero, nous avons vraiment un univers concentré sur la robotique. C'est-à-dire que voilà, il y a tellement de robots que je serais même pas surpris qu'il y ait un caméo de Terminator à un moment donné dans l'histoire. Donc en plus il y a eu Negan, alors pourquoi pas Terminator, ouais voilà. Donc Helmet est spécialisée dans le hacker. Ça veut dire en gros qu'elle peut pirater absolument n'importe quoi. Alors pour l'instant, elle n'a peut-être pas toutes les capacités pour devenir meilleure, mais lorsqu'elle aura suffisamment de compétences pour hacker absolument n'importe quoi, est-ce que vous vous rendez compte que Helmet pourrait littéralement soulever une armée de robots? Littéralement, même pas une armée de robots, mais elle pourrait même pirater des vaisseaux. Elle pourrait littéralement créer une armada, des vaisseaux qui sont détruits mais sans causer de pertes humaines, ni de pertes robotiques. Pour le grand bonheur de Shiki. Vous vous rendez compte que ce pouvoir est ultra pété, mais vraiment ultra pété? Genre, je vois personne qui en parle de ce pouvoir. Et pourtant, c'est dommage, parce que Helmet, quand même, c'est abusé ce qu'elle a comme pouvoir. Pour moi, elle a un des pouvoirs les plus pétés de tout le manga. C'est quand même extraordinaire d'avoir un pouvoir. Alors, si l'univers d'Eden Zero n'était pas spécialisé sur la robotique, là, on aurait pu dire que c'était un pouvoir comme un autre. Mais là, on parle vraiment d'un pouvoir qui est vraiment centré sur l'histoire. Elle pourrait pirater n'importe quel cyborg, n'importe quel vaisseau, si elle augmente toute sa puissance actuelle. Vous vous rendez compte que le pouvoir d'Helmet peut être illimité, c'est un truc de malade. Alors voilà pour le cas Helmet. Donc pour notre troisième ami, je pense évidemment à Wise. Pourquoi je pense à lui? Wise est un peu le scientifique de la bande. Le mec il peut te construire absolument n'importe quoi, à partir de n'importe quoi. Donc imaginons qu'un jour Shiki et toute sa bande tombent sur une planète où il te propose littéralement des minéraux, des cristaux, protecteurs, tout ce que tu veux. Et qu'avec ces cristaux, enfin avec ces éléments plutôt, eh bien Wise peut te construire une arme ultra puissante qui pourrait les rendre complètement invincibles. Mais bon, ça serait pas vraiment pour le thème des personnages, étant donné qu'ils sont pas vraiment basés sur la destruction. Alors, ok, on enlève ça, mais admettons pour la protection. Là, ça serait intéressant. Wise pourrait littéralement, grâce à ses éléments et à son intelligence, construire une protection quasiment parfaite pour l'Eden. Ce qui les rendrait littéralement invulnérables. Alors, imagine, rien qu'avec Wise et rien qu'avec Hermite, Wise s'occupe de la protection de l'Eden, donc déjà rien que là t'es tranquille, t'es peinard. Et Hermite, elle, avec juste ses vaisseaux qu'elle pourrait télécommander rien que par la pensée,
elle crée simplement l'attaque. Donc là, on a déjà 2 personnages avec des compétences ultra pétées pour un univers ultra pété. Parce que là, pour Wise, il peut littéralement construire n'importe quoi, étant donné qu'on est dans un univers, dans une galaxie. Littéralement, tu peux inventer n'importe quelle substance, n'importe quel élément pour satisfaire Wise. Et Hermine, évidemment, on est dans un monde où la technologie robotique est littéralement la base principale du manga. Donc vraiment, c'est le paradis pour ces 2 personnages. Et pourtant, c'est même pas les 2 personnages principaux. Hé, Mashima, calme-toi. Bon, voilà. Alors maintenant, on va passer, évidemment, bon, vous avez compris les 2 derniers. On va commencer avec Shiki, tiens. Parce que pour moi, c'est Rebecca le personnage principal du manga. On va commencer avec Shiki. Alors Shiki, bon, vous savez qu'il contrôle la gravité. Mais sachez que, ou non, mais la gravité, ça te permet d'utiliser des techniques ultra abusées. Déjà, dans One Piece, on a pu voir le personnage de Fujitora, qui contrôle également la gravité, je vais dire la vérité, la gravité. Et le mec, qui te balance littéralement des météorites. Tu vois, rien qu'avec ça, c'est un truc ultra pété, tu peux littéralement provoquer une apocalypse. Rien qu'avec les météorites, tu peux provoquer une apocalypse d'un monde. Shiki, à l'heure actuelle, peut buter littéralement une planète. Surtout qu'il les maîtrise, les météorites, maintenant. Il les maîtrise, c'est confirmé. Donc rien que là, Shiki, il est littéralement une menace pour une planète tout entière. Rien que ça. Donc rien que là, à ce niveau-là, le mec est plus dangereux que n'importe quel personnage. Hormis les personnages galactiques et les 7 mon cul là méchants. Donc ouais. Ouais, Shiki, là, pour l'instant, le mec est ultra dangereux. Je serais même pas surpris que le gouvernement galactique veuille l'arrêter parce que, oui, Shiki est quand même ultra dangereux. Surtout qu'avec le pouvoir de la gravité, le mec peut faire autre chose. Il peut littéralement faire des trucs à la Star Wars. Le mec, il peut littéralement faire comme la force. Bon, bien entendu, je vois mal Shiki balancer des éclairs partout. Mais je vois bien Shiki utiliser la force, genre pousser quelqu'un avec la gravité, genre ramener un objet vers lui, genre des trucs comme ça serait pas con. Et avec la gravité, bien entendu, il peut créer des trous noirs. Des trous noirs, les gens. Des putains de trous noirs. Le mec, avec des trous noirs, tu peux littéralement bousiller un cosmos tout entier. Un cosmos. Vous vous rendez compte que Shiki est ultra dangereux? Vous vous rendez compte que ce personnage complètement immature, parce que Shiki est immature, hein. Shiki est immature et il maîtrise un pouvoir qu'il ne contrôle pas. Et le mec, avec ce pouvoir, il peut littéralement détruire un cosmos tout entier. Oui, on en est là quand même, on en est là. Donc, alors, le trou noir n'a pas été confirmé dans le manga, attention. Mais c'est une possibilité, j'ai déjà vu dans un manga, je me rappelle plus le nom, j'essaierai de vous le trouver avant la vidéo. Mais oui, il peut, avec la gravité, tu peux faire des trous noirs. Donc oui, Shiki est ultra dangereux et sans doute il ne le remarque pas. Et le pire, mais c'est pour Rebecca. Parce qu'avec Rebecca, là, on a une fusion parfaite de l'invincibilité divine. Rebecca, elle peut remonter le temps avec son pouvoir. Ça veut dire que littéralement, elle peut réparer n'importe quel tort. Donc si jamais tu crèves, pas de soucis, elle remonte dans le temps. Alors oui, pour l'instant, elle ne le maîtrise pas, je sais. La preuve, elle a essayé de remonter le temps à un moment donné dans l'histoire, mais elle n'a pas réussi à le faire. Donc pour l'instant, elle ne le maîtrise pas. Mais là, tout ce que je parle, tout ce que je dis depuis le début, c'est si jamais ils le maîtrisent à perfection, leur pouvoir. Rebecca pourra littéralement contrôler le temps. Avec Shiki qui contrôle littéralement l'espace, Shiki et Rebecca, ces 2 personnages, qui ont l'air de se kiffer d'ailleurs, contrôlent l'espace et le temps. L'espace et le temps est le pouvoir ultime, le pouvoir divin de l'espace lui-même. Genre, Rebecca et Shiki, c'est littéralement Dialga et Palkia de Pokémon. Alors oui, je sais que le pouvoir de Rebecca est encore un peu flou, mais de ce qu'on sait, elle peut transférer son esprit plus vieux dans son corps plus jeune. Donc techniquement, son pouvoir est quand même lié au temps. Et si jamais elle le maîtrise, elle deviendra invincible. D'ailleurs, seul truc qui n'a pas vraiment été confirmé, mais je pense que ça l'a été d'une certaine façon, c'est que Rebecca peut créer littéralement des multivers. En gros, un multivers, c'est quoi? C'est que tu crées différents mondes qui sont similaires aux tiens, mais avec des temporalités différentes. En gros, quand Shiki est mort dans une temporalité, eh bien ça s'est réellement passé. Genre en fait ce monde n'a pas été effacé, il existe toujours bel et bien. Donc il existe toujours bel et bien un monde où Shiki est mort, où Wise a perdu son bras, Omura est prostituée et Rebecca est toujours emprisonnée de Drakenjo. Ce monde techniquement il existe bel et bien étant donné que dans l'ancien monde elle s'appelait Rebecca numéro 29. Et là dans le monde actuel ça s'appelle Rebecca numéro 30. Donc ça veut dire vraiment que le multivers est peut-être plus ou moins confirmé. Mais si jamais c'est le cas, si jamais Mashima nous confirme bel et bien le multivers, ce sera officiellement un des mangas les plus chauds de Mashima, étant donné que, bah, putain de bordel de merde, un monde où le héros est mort, les personnages sont littéralement quasiment prisonniers de quelque chose d'horrible, bah c'est vrai que c'est chaud quoi, c'est vrai que c'est chaud. Donc c'est à dire en gros que les personnages que t'as suivis du tome 1 jusqu'au tome 10 sont morts quoi.
C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire que là, à partir du tome 11, tu suis de nouveaux personnages. Tu suis d'autres personnages d'un autre monde. Là, voilà, ça veut dire que ce que tu as suivi depuis le début sont tous morts. Donc, je sais pas si Mashima va nous confirmer le multivers. Mais si jamais il le fait, pourquoi pas. Donc, avec mes explications, vous avez dû comprendre que les personnages de DayZ sont vraiment abusés. Du moins, déjà ces 4-là. Et c'est là que ça va commencer à me poser problème. Pourquoi? Parce que Mashima nous l'a prouvé bien et maintes fois que les personnages abusés dans son univers sont littéralement des gros cons. Parce qu'ils ne savent pas comment utiliser leur pouvoir. Qui sont littéralement abusés. Enfin, même s'ils maîtrisent leur pouvoir, ils n'ont pas l'intelligence nécessaire pour l'utiliser. Et là, ça a commencé à me poser problème et je vais commencer à parler de Fairy Tail. Parce qu'il faut bien que je compare avec d'autres univers. Donc là, je vais commencer à parler de Fairy Tail et vous expliquer pourquoi les personnages abusés dans l'univers de Mashima sont des gros cons. Bon, il y a cette armée de Springan là, 12 boucliers qui sont censés protéger l'empereur Zelef, qui ne sert strictement à rien parce qu'on est d'accord que Zelef est immortel, donc il n'a rien à craindre de la mort, donc il n'a techniquement pas besoin de protection, mais soit ils sont là. Du coup, cette armée de Springan, plutôt les 12 boucliers de Zelef là, sont censés être la garde rapprochée de Zelef, donc en gros les 12 mages les plus puissants de leur propre pays. Et donc, parmi ces 12 là, on a une bonne brochette de gros cons. Alors déjà, on va compter les personnages qui ont les magies les plus abusées, que ça soit Brundish, la meuf qui peut littéralement rétrécir un pays dans le creux de sa main et l'écraser comme un vulgaire insecte. On a Dimaria, la meuf qui peut littéralement arrêter le temps. On a Auguste, le vieillard qui peut littéralement copier la magie et annuler celle de son adversaire. On a Aileen qui a littéralement créé la magie des dragons et qui peut littéralement se transformer en dragon comme Acnologia aussi. On a Rakai qui peut littéralement te faire crever de faim, te faire dormir indéfiniment et te faire jouir à l'infini. Et on a un gars qui est totalement immunisé contre les éléments de la nature. Donc qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a des personnages comme ça? Eh ben on en fait des gros cons. Parce que ces personnages avaient la puissance nécessaire pour massacrer tout Fairy Tail. Un seul de ces personnages aurait pu le faire, rien que Gosserina il aurait pu s'en charger tout seul. Aileen aurait pu le faire, Auguste aurait pu le faire. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Parce qu'il fallait faire avancer le scénario, ou pour littéralement la grosse excuse, parce que je voulais un peu m'amuser et faire avancer le combat, et voilà, juste tuer des gens, parce que c'est cool tuer les gens. Mais vous êtes cons ou quoi? C'est tellement évident que même un seul d'entre vous aurait pu écraser tout Fairy Tail que ça en devient ridicule. Je veux dire, même Rakai aurait pu littéralement massacrer la moitié de Fairy Tail s'il n'était pas aussi stupide. Et après, devinez quoi? Vous vous êtes tous fait niquer! Je dirais même plus que c'est à cause de votre orgueil, de votre stupidité légendaire que vous êtes tous morts, les gars. Vous l'avez mérité, vous l'avez pas volé. Encore pour Brundish, c'est excusable parce que elle avait le scénario pour excuser sa défaite et pour excuser le fait qu'elle ne veut pas combattre Fairy Tail. Brundish, c'est pardonné. Pareil pour Gosserina qui se fait buter par le mec le plus fort du manga. On y vient pour lui. Mais voilà, Gosserina c'est pardonné. Mais pour les personnages, pour les Springan qui ont les magies les plus abusées qui auraient pu tout détruire, genre Dimaria qui arrête le temps, bordel de merde, Dimaria, Auguste, Aileen qui auraient pu tout régler, ce sont des gros cons. Et ça pose un énorme problème de cohérence. Parce que le truc c'est qu'on sait que les héros vont gagner quoi qu'il arrive. Mais le truc c'est que quand tu fais des ennemis aussi puissants que eux, et dans un même arc, eh bien ça rend ces personnages ultra puissants ridicules. Parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, ils sont destinés à perdre. Alors quand tu vois un gars ultra puissant comme Auguste ou Dimaria, qui ont des magies ultra pétées, et bien quand tu les vois se faire niquer de manière aussi stupide, et bien ça ne fait que rager et tu perds du coup de l'intérêt pour l'histoire. Et ça cause un réel problème. Parce que encore si les Springan n'étaient pas aussi puissants, là on aurait pu comprendre pourquoi ils n'auraient pas pu niquer Fairy Tail tout d'un coup. Mais là avec la puissance de feu de malade mental qu'ils ont, ça rend l'histoire incohérente. Parce que rien que Auguste il aurait pu niquer le game, Aileen elle aurait pu balancer des météores. Parce que je vous rappelle que Aileen elle ne savait pas que Erza était en vie au début de la guerre. Elle l'a découvert. Donc elle aurait pu niquer tout le monde sans aucun remords. Bon bref, les Springan je les trouve ultra débiles. Mis à part Invel qui lui au moins utilise intelligemment son pouvoir et ne passe pas par quatre chemins. Lui il a presque tué un perso en plus, donc lui il fait vraiment le game. Mais voilà, le reste on a affaire quand même à une bonne brochette de cons. Malgré que Aileen soit quand même ma préférée des Springan, bah ma pauvre, soit un peu plus intelligente, merde. Donc c'est vrai que là je viens de parler des méchants de Fairy Tail et pas des héros, parce que c'est vrai que dans les zéros c'est les héros les plus abusés. Mais si je parle des méchants, c'est parce que automatiquement dans un shonen le méchant doit au moins être au-dessus du héros au moins une fois. Je veux dire, c'est pas gênant que le héros soit plus puissant à un moment donné. Je veux dire, regarde Nanatsu no Taizai, dans les Seven Deadly Sins, Meliodas c'était quasiment le plus fort du manga pendant une longue période du manga. Donc oui, là ça n'a pas de problème. C'est qu'à un moment donné, il faudra bien créer un méchant plus fort que le héros pour satisfaire le spectateur.
Mais pour créer un tel personnage, bah il faut littéralement que ça soit un dieu. Je veux dire, du même niveau que les empereurs galactiques de Drakenjo, là. Faut vraiment que ça soit du même niveau que là. Et le truc, c'est que ça risque d'être quasiment impossible avec Rebecca qui peut remonter dans le temps, donc du coup, qui peut littéralement créer n'importe quelle stratégie pour contrer les ennemis. Shiki qui peut littéralement balancer des météores. Là, ça veut dire que les ennemis, il faut vraiment qu'ils soient ultra pétés. Donc plus fort que l'espace et le temps, il faut vraiment qu'ils soient invincibles. Donc vaincre un ennemi quasiment invincible, eh ben on a eu l'expérience avec Acnologia, il n'y a que Mashima Bullshit qui peut vaincre ce genre de personnage. Et Trollshima aussi pour le coup. Il n'y a que ces deux-là qui peuvent le vaincre. Parce que oui, Acnologia, ce personnage qui nous a été teasé comme le plus fort du manga, qui est automatiquement, oui, le plus fort étant donné que toute magie est inefficace contre lui, il se fait niquer comme une grosse merde. Alors que le mec, il n'y a pas 5 heures avant le combat final, il a one-shot un dragon plus puissant que nos 7 Dragon Slayers réunis. Pour toute la hype que tu nous as donnée, Acnologia, je te dis, va te faire foutre. Va te faire foutre pour cette fin de merde. Parce que au moins Zélef, malgré qu'il soit aussi con que toi, à rester paumé devant la porte, à blablater au lieu de franchir cette putain de porte, au moins il a eu une fin plus digne. Voilà, une fin digne de lui. Toi, Acnologia, t'as eu une fin exécrable. Donc s'il te plaît, ne contamine pas Eden Zero, les méchants d'Eden Zero, s'il vous plaît, ne prenez pas exemple sur Acnologia. Malgré qu'il soit hyper stylé, j'avoue, Acnologia, il est très beau, il est très cool. Mais bon, il est très con aussi, donc s'il te plaît, Mashima, ne nous fais pas des Springan, ne nous fais pas d'Acnologia, s'il te plaît. Drakenjo, il était bien, hein, parce que malgré qu'il ait une fin plus ou moins impitoyable pour les gens, mais sa fin était logique, au moins. Parce que lui, il devait survivre à cause d'une machine qui était détruite. Donc, c'est logique la défaite de Drakenjo. C'est pour ça que j'ai pas gueulé pour ça. C'est pour ça que je trouve Drakenjo, la défaite de Drakenjo, logique. Donc, s'il te plaît, Mashima, continue dans cette voie. Bon, évite de faire toujours des trucs faciles, mais voilà, continue dans cette voie. Pour Nero et Ziggy, voilà, essaye de faire bien, s'il te plaît. Tu es très bien pour l'instant, Eden Zero, c'est cool. Bordel, c'est cool. En plus, tu as rendu Witch encore plus jolie. Du coup, elle rentre pratiquement dans mon top 3 waifu Eden Zero. Attention, Omura, parce que oui, je te rattrape. Ouais. Continue comme ça, Eden Zero, c'est très bien. Mais, cependant, je reste quand même dans la crainte. Je reste quand même dans la crainte que Mashima nous crée trop de héros abusés. Je veux dire, alors pour Wise et Armit, je veux que ça se passe comme je l'ai dit. Parce que ça serait logique, ça serait vraiment logique. Mais pour Shiki et Rebecca, il faut vraiment que Mashima nous instaure une limite. Parce que si, littéralement, Rebecca peut remonter dans le temps, elle peut potentiellement aller dans le futur aussi. Et si elle peut être dans le futur, elle peut voir beaucoup de choses. Elle peut même arrêter le temps à la limite. Donc ça peut être vraiment très très chaud. Et ça va être difficile à gérer. Et nous créer des méchants avec des pouvoirs trop abusés, ça risque d'être compliqué aussi. La seule solution de buter des tels héros, c'est de les prendre par surprise. Alors après tu vas me dire, Shiki il est naïf, donc il peut peut-être se faire niquer facilement. Mais bon, Rebecca est un peu plus intelligente, donc ça risque d'être compliqué. Mais bon, soit, là, tu vois, c'était pas une critique d'Eden Zero en soi. Bon, j'ai un peu craché sur Fairy Tail, mais bon, j'aime toujours Fairy Tail, hein, vous me connaissez. Mais voilà quoi, c'était pour dire que Eden Zero c'est très bien, mais Mashima joue un jeu très dangereux. Et ça, je voulais vous le dire. Là, le fait de rendre les héros très abusés, c'est très dangereux. Voilà. Donc bon, Rebecca est devient de plus en plus sexy au fur et à mesure, Omura de plus en plus cool, Witch de plus en plus belle, ça je l'ai déjà dit. Par contre, et je suis désolé de vous le dire les gens, mais je ne suis pas du tout attiré par Sister. Ce personnage, je le trouve plus drôle qu'intéressant en fait. Je veux dire, elle me fait rire, son côté sadisme est cool. Alors, elle est très cool, je n'irai pas le contraire. Sister est très cool. Cependant, je m'en fous de ce personnage. Si elle venait à mourir, je m'en foutrais en fait. Et ça, c'est un problème. Genre, Witch, au début, je ressentais un peu pareil. Mais là, dans le dernier arc qui s'est passé là, je la kiffe encore plus. Là, Witch, franchement, c'est devenu un personnage que j'adore. Mais Sister, je m'en moque un peu. Je m'en moque un peu. Donc, s'il te plaît, Mashima, bon, il y a largement le temps de lui donner de la valeur. Mais pour l'instant, Sister, osef total ce personnage. Sinon, enfin, Mashima a réalisé un de mes souhaits. Enfin, pour la première fois de ta vie, Mashima, dans le manga Eden Zero, tu réalises un de mes souhaits depuis le début. Parce que dans le premier tome de Eden Zero, la première fois qu'on a vu des robots, la chose que je voulais voir, c'était les robots à servir les humains. Et enfin, on a eu ça. On a ça dans le dernier arc d'Eden Zero. Donc, je suis content que Mashima ait réalisé un de mes souhaits. Donc sur ce les gens, mais vous n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce que j'ai dit. Si vous pensez ce que j'ai dit est totalement de la merde, vous pouvez le dire, hein, libre à vous. Ou si vous êtes d'accord avec moi sur le fait qu'ils peuvent devenir ultra abusés, du coup ça peut causer une grosse béquille au manga.
Donc voilà, n'hésitez pas à balancer vos théories, balancer vos avis. Moi j'écoute, je liserai tout et puis voilà. Donc sur ce les gens, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.